Salut tout le monde, c'est Pascal de Haki de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo présentation d'un jeu qui s'en vient sur Kickstarter et le jeu sera disponible en français intégral. Un jeu qui ressemble un petit peu au jeu dont vous êtes le héros, donc ça peut rappeler l'enfance de certains comme moi, vu que j'ai plus de 40 ans. Et oui, j'ai plus de 40 ans. Oh, d'ailleurs, je m'aperçois que aujourd'hui j'ai changé un petit peu mon décor. Vous pouvez voir le bordel de mes jeux de société. Il y en a qui sont rangés par là, c'est le bordel. Il y en a qui sont rangés dans ce placard-là, c'est aussi le bordel. Donc voilà, donc c'est pas grave. Au moins ça change un petit peu le décor en arrière de moi. Gros, bon. Donc, en fait, on va parler d'un jeu et ce jeu s'appelle Storm Weaver. Et oui, vous l'aurez vu, c'est un livre. Je vous ai dit que c'était un livre dont vous êtes le héros, donc c'est normal, c'est un livre, ok? Storm Weavers. C'est un jeu de Pavel Dziemski, en espérant ne pas m'être trompé dans la prononciation de son nom, je m'en excuse d'avance. Donc Pavel Dziemski, il est polonais, effectivement. Et le jeu, ça c'est une version prototype que j'ai reçu de lui directement. Et c'est la version anglaise seulement parce que la version française n'est pas encore, est en cours de traduction. Et je vous rassure tout de suite, la campagne Kickstarter qui commence le 14 avril 2021 sur donc la plateforme Kickstarter, pardon. Et ben en fait, ça va être une campagne, pardon, exclusivement pour version française et version anglaise de ce jeu. Oui, parce que le jeu est déjà sorti et a été financé en 2020 en polonais. Tact. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'il est beaucoup plus gros. Et il y a une explication pour ça. Et je vais vous le dire plus tard. Mais il a déjà été financé en polonais et a eu un succès. Quand même. Donc là, ils se sont dit, on va essayer de toucher un marché plus grand. Et ils ont décidé de faire la version anglaise. Et pour l'autre marché, ils se sont dit, on va faire la version française. Étonnant, je sais, mais oui, pourquoi pas, go! Donc, très très bonne nouvelle parce que ce sera une version traduite intégralement en français. Et ça, c'est vraiment vraiment agréable. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce Kickstarter? Eh bien, plusieurs versions, plusieurs pledges, on va dire, et même des early bird. Donc Early Bird c'est quoi? Ben généralement c'est les 24 premières heures, le jeu est peut-être moins cher ou le jeu va venir avec un bonus temporaire. Je sais pas encore, je n'ai pas les détails, ok? Mais il va y avoir des Early Bird. Et en gros, qu'est-ce qu'il va y avoir aussi à l'intérieur? Vous aurez une version de base qui va comprendre ce jeu, donc ce livre en tout cas, qui va être accompagné de cartes ici. On va les regarder tout à l'heure en détail dans une caméra vue de dessus, d'accord? Surtout quand on va jouer une petite partie, parce que cette vidéo comprend une petite partie de gameplay d'introduction en français. Oui, même si je livre en anglais, elle sera en français, la petite partie d'introduction. Donc des maps. Pardon, je les ai pris à l'envers pour celui-ci, parce que c'est recto verso, mais des cartes, voilà. Donc ça, ce sont des maps. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait, les maps, vous allez voir, je vous donne un exemple vite fait, super vite fait, comme là, vous avez la map pour se battre ici, ben, au lieu de le faire sur le livre, même si vous pouvez le faire sur le livre, on y pense, mais on peut le faire directement sur le livre, ben, vous aurez la map directement en version papier, ici, ou carton, plutôt en couleur et de très très bonne qualité, où vous pourrez mettre vos petits pions de personnages dessus et les monstres et donc faire vos combats. Voilà. Ça vient donc avec ça, en plus du livre. Ça vient avec des feuilles pour pouvoir, différentes feuilles pour pouvoir écrire en fait les caractéristiques de notre personnage. C'est pas oublié, mais c'est un jeu solo, ok, purement solo. On va en parler après. Et vous avez la possibilité de l'autre côté, même si vous ne le voyez pas très très bien, je vais mettre comme ça, de pouvoir dessiner la carte au fur et à mesure de votre avancement dans le jeu. Voilà. Et ça vient aussi avec son lot de personnages, des standees, plus communément appelés des standees, très colorés. Ok, recto verso, donc on voit d'un côté leur côté et puis de l'autre côté aussi, et ça c'est le fun, c'est comme on voit leur face et on voit leur dos, ça c'est vraiment le fun. C'est en carton, ok, mais je vous rassure, il y aura une option
pour être capable de l'avoir en version plastique dur, en plexiglas, peut-être pas en plexiglas, faut pas déconner, mais en version plastique qu'on va pouvoir regarder. Donc ça c'est la version de base. Vous aurez la possibilité durant les stretch goals. Première chose, il y aura des stretch goals et durant les stretch goals, il y aura la possibilité de débloquer en fait 2 histoires supplémentaires qui ont été introduites dans la version polonaise. C'est pour ça que le livre est beaucoup plus gros que la version de base, parce qu'il va falloir débloquer des stretch goals pour aller débloquer les histoires ou les 2 histoires supplémentaires qui sont à l'intérieur de celle-ci pour les voir traduire en anglais et en français. Donc voilà pourquoi il est plus gros celui-ci. Et donc ça c'est dans les stretch goals, des stretch goals, je n'ai pas la liste complète bien évidemment. Et autre chose, vous aurez 2 add-ons que vous pourrez aussi ajouter à vos pledges si vous voulez. Le premier add-on c'est celui qui concerne les monstres. Donc en gros, au lieu d'avoir les monstres en carton standees, vous pourrez directement les avoir en plastique acrylique. On pourra voir ça aussi de plus près avec la caméra vue de dessus. Ils sont magnifiques. Votre héros est juste là. Voilà. D'accord. Et l'autre add-on que vous pourrez prendre aussi à côté, c'est la possibilité d'avoir des cartes à gratter. Alors, pourquoi des cartes à gratter? C'est pas un secret, les voilà. Donc en fait, ça se gratte. Vous voyez, il y a plein de petits symboles, ils sont tous uniques. Ça fait la carte. Donc en gros, je vous redonne un exemple. Si je vais au truc numéro, allez, je dis n'importe quoi, mais presque n'importe quoi, le 84 ici, vous voyez ici que vous avez un petit symbole. Ce symbole-là, en fait, vous le retrouvez directement sur la carte à gratter. Vous le grattez et ça vous donne en fait une déclinaison de la carte. Donc au fur et à mesure que vous avancez dans l'aventure, vous vous promenez au travers du monde de ce jeu-là ou de cette aventure-là et vous dévoilez la carte en grattant. Et ça fait apparaître. Donc, il y aura un add-on pour avoir plus de cartes comme ça, parce que oui, une fois que c'est gratté une fois, ça peut pas se recacher, hein, on s'entend. Donc, il y aura un add-on pour avoir des cartes supplémentaires. Ce n'est pas obligatoire, on s'entend, vraiment pas obligatoire, parce que si vous le désirez, vous pouvez ne pas du tout dessiner la carte, ou vous pouvez la dessiner tout simplement derrière votre feuille vous-même. C'est une possibilité. Donc voilà. Et l'autre chose que vous pourrez avoir dans le même add-on, c'est une pièce de métal. Je crois que c'est vraiment, on dirait que c'est de l'argent. Voilà. Alors pourquoi une pièce? Parce que des fois il y a des tests. Majoritairement, si les tests se font avec des lancers de dés, il y a des fois des tests où on devra lancer une pièce de métal. Donc si vous n'avez pas cette pièce-là, vous pourriez très bien prendre une pièce comme vous voulez. Vous décidez quel est le côté réussite et quel est le côté échec. Quand vous faites un test, vous lancez ça en l'air, vous regardez sur quoi ça tombe et vous faites « Ah, c'est le côté réussite que j'avais choisi, boum, j'ai réussi mon test qu'on m'avait demandé de faire avec une pièce. » Voilà. Mais cette pièce... Cette pièce est vraiment belle. Vous l'avez entendu, quand elle est tombée, elle est très très lourde, elle est très très épaisse. On va la regarder en détail avec l'autre caméra tantôt. Et en plus, il y a un dessin dessus. Donc on a vraiment le dessin ici d'une face d'une personne, juste là. Et de l'autre côté, on a aussi le dessin d'un marteau. Voilà. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par regardez un petit peu le scénario d'introduction de ce livre-là, Stormweaver, sur le PC pour avoir la version française, parce que la version française est en cours de traduction et donc je ne l'ai pas dans ce livre-là. On va regarder ça un petit peu sur le PC. Une fois qu'on arrivera sur une zone d'action où il faudra mener un combat contre des ennemis, on passera directement avec la vue du dessus avec la caméra pour pouvoir faire par exemple notre combat sur une carte comme celle-ci avec nos petits bonhommes et les lancers de dés. Donc voilà, on regarde tout ça ensemble, c'est parti. Donc nous voici sur la petite introduction du jeu en fait, version française disponible seulement sur une version sur ordinateur pour le moment,
hein, comme je vous l'avais expliqué, je n'ai pas de version française écrite en papier, donc on va y aller là-dessus, et je vais essayer de lire l'introduction, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour certaines choses. Donc en gros, ce que vous voyez ici, c'est un petit peu ça. Vous avez votre livre, vous avez les différentes caractéristiques de ce côté-là qui pourront vous servir sur le bout de papier quand vous écrirez le tout. Vous avez une simulation de dés en haut pour pouvoir faire vos tests. Donc quand j'appuie dessus, ben ça fait du bruit et en plus ça joue, on s'entend, voilà. Nous avons ici la dextérité qui est à 8, parce qu'en fait, d'après ce qu'on croit... Bon, je peux vous lire un petit peu ça, d'accord? Donc, Stormweaver est un jeu de rôle solo. Dans cette histoire, vous êtes le héros et vous ferez des choix qui vous mèneront soit à une fin heureuse ou une mort horrible. Ce que vous voyez sur votre écran est la version électronique du jeu. Imaginez que le jeu soit installé sur votre table, exactement comme je vous le dis. Vous pouvez à travers l'interface lancer les dés, déplacer les marqueurs et jetons ennemis alliés en suivant les instructions qui figureront sur dans votre aventure. Ce que je ne ferai pas quand on arrivera sur un combat, j'irai avec la version papier directement sur la table. L'interface étant manuelle, vous devez faire les actions de déplacement des marqueurs et de lancer de dés vous-même. En fait, comme si on était à la table. Création de personnage. Votre héros est un guerrier nain. Avant de commencer l'aventure, vous devez déterminer ses caractéristiques. Vous disposez dans cette introduction de 4 points à attribuer et à répartir entre les caractéristiques dextérité et la caractéristique sagesse. Alors, dextérité, on commence à 5 et on en rajoute. Sagesse, on commence à 5 et on en rajoute. Et on a 20 points de vie. Nous n'avons pas d'attaque, de bonus d'attaque d'armes parce qu'on n'en a pas. On a juste une petite arme boboche normale qui ne donne pas de bonus. Nous avons aussi pas vraiment d'armure, donc on est à 0. On a à peu près 7 pièces d'or, même si dans le livre on commence à 50 pièces d'or. Et nous avons 20 points de vie. Possiblement qu'on aura ça aussi pour pouvoir... mais en fait on l'aura pas, c'est dans la version électronique, ça n'a rien à voir. Donc là, par défaut, on a été à 5. On en a rajouté 3 dans la dextérité et un seul dans la sagesse. On va laisser ça comme ça pour l'introduction, d'accord? On va laisser c'était comme ça. Quand j'ai lancé le truc, je reviens là, ça fait ça. Voilà, j'ai indiqué les caractéristiques sur la carte de gauche, déplacé les marqueurs au bon endroit, bref. Test de caractéristiques, alors là il vous explique vaguement, et le jeu est très simple à comprendre, je vous le dis, et à jouer. C'est un jeu dont vous êtes le héros, donc vous lancez des dés, vous faites des choix, vous choisissez les chemins et la rejouabilité est là. On m'a certifié qu'il y avait plusieurs façons de rejouer le jeu pour arriver à différentes fins. Donc vous inquiétez pas pour ça, vous pouvez le faire plusieurs fois et donc essayer différents choix, ok? Test de caractéristiques, c'est la majorité des tests sont comme ça. Lors de votre aventure, vous pourrez être invité à effectuer un jet de caractéristiques avec 2 dés de 6. Par exemple, un jet sur de sagesse. Et je saute beaucoup, c'est l'enfer. Le test est effectué en lançant 2 dés. Si la somme des dés que vous lancez est égale ou inférieure à la caractéristique testée, le test est réussi. Dans le cas contraire, le test échoue. Donc en gros, si je dois faire un test de dextérité et j'ai 8, je lance les dés, boum, comme ça, ma somme fait 2, et ben je suis en dessous et de 8, donc c'est réussi. Si j'étais à 8, ça aurait été réussi aussi. Si j'avais été au-dessus, ce serait un échec. Et c'est la même chose pour tous les autres tests. Okay. Le combat, c'est pas tout à fait pareil. Il faut faire des additions et des soustractions de différentes caractéristiques, les comparer avec ceux de l'ennemi. Et voilà, mais on va voir ça plus tard. Donc on va commencer l'aventure, d'accord? Spoiler alerte, si vous voulez pas regarder, arrêtez ça maintenant parce que c'est l'introduction qui est dans le livre en soi. Mais ça s'arrête là, on n'aura pas la possibilité de faire énormément de chapitres et d'avancer énormément, mais c'est le début quand même de l'aventure. Je crois par exemple qu'il n'y a pas tous les choix possible par rapport à ce qui est dans le livre, et heureusement, mais vous pourrez voir un échantillon de ce qui est vraiment décrit dans le livre. Donc je vous préviens tout de suite. Commençons l'aventure. Il y a du texte à lire, hein, c'est normal, c'est un livre dont vous êtes le héros, c'est parti. Cela fait plus de 5 jours que vous marchez, vous ne sentez plus vos jambes ni vos pieds. Vous ressentez des douleurs extrêmes dans tous vos membres. Cela fait maintenant 6 mois que vous avez rejoint la compagnie des nains libres au service du roi Hernan.
Vous avez parcouru toute la région de la Flandria avec eux, mais le rythme imposé par les vétérans de guerre est épuisant. Vous n'arrivez toujours pas à vous y faire. La compagnie est composée principalement de Calédoniens qui marchent fièrement dans leur kilt. La musique sortant des cornemuses se propage dans la plaine et donne ainsi une bonne humeur à la compagnie. La nuit tombe, vous faites une halte sur la plaine, près des bois. Après une bonne heure, les membres de la famille royale se joignent à vous. Ils sont accompagnés d'équipements, des tentes, et tiennent à leurs bras les étendards royaux. Vous vous sentez plus en sécurité en les sachant près de vous. Vous avez eu le temps de monter votre tente et vous décidez de vous asseoir près du feu pour rejoindre vos camarades. Vous sortez une pipe et vous fumez avec eux. L'atmosphère vous fait comprendre que vous ne pouvez plus faire marche arrière et que le champ de bataille vous attend. Qui sait si cette soirée est votre dernière ou non? Vous gardez malgré tout le moral. « Où est Cahir ?» demande le jeune Nali. « Les délibérations sont-elles terminées ?»« Je suis là. » Cahir MacBru, le chef de guerre de la compagnie des nains, libre, rejoint le cercle des guerriers et s'assit juste en face de vous. « Demain, nous attaquerons le flanc gauche. » Après une pause, il ajoute. « J'ai entendu dire que les Fomoriens se sont alliés avec notre ennemi. » Pendant un bref instant, un lourd silence règne parmi les guerriers. Personne n'ose parler. Arf! Nali se relève, fait des grimaces et crache. La progéniture de Buck, le mâle à l'état pur, bon sang. Au moins, il sera clairement indiqué dans les chroniques qui avait raison ou tort dans cette guerre. Il ajoute de sa place avec sa zénitude habituelle. Qu'en penses-tu, Timen? Serons-nous considérés comme les gentils ou les méchants? Cela dépend si nous gagnons ou si nous perdons. Vous répondez sans quitter de vos yeux le feu flamboyant. L'histoire est écrite par les vainqueurs. D'ailleurs, qu'est-ce que cela peut nous faire, gentils ou méchants? Il faut tout de façon marcher dans la boue, frapper avec nos haches, briser les crânes de nos ennemis. C'est notre quotidien. C'est la guerre. S'il n'y a aucun approvisionnement, nous devrons les voler les paysans, achever les ennemis après le combat. On parle trop. Il y a pourtant suffisamment de chansons sur ce sujet. Ah ah! Le vieux Bomir fronce ses sourcils. Je n'aime pas ce genre d'humour, surtout avant un combat. Il n'y a que toi qui sembles rire de ça. Allons dormir. J'ai mal fait. Allons dormir. Ouais, très bien. La voix de la sagesse a parlé, dit Cahir. Tous à vos tentes, demain, c'est un grand jour. Alors, je suis vraiment désolé d'avance, et si je ne sais pas lire ce genre d'histoire, je ne suis pas un conteur et encore moins un joueur de jeu de rôle. J'essaye, ok? Suite! Il y a encore du texte, mais là on a des choix. La nuit, vous rêvez du royaume sous la montagne, et où vous avez grandi. Vous rêvez du retour de votre père. C'était un marchand. Il revenait une fois par an au royaume pour apporter de l'argent. Il disait toujours que la vie dans la mine n'était pas pour lui et qu'il préférerait mourir d'un coup de hache plutôt que d'une maladie. Quand votre père était absent, vous n'écoutez ni votre mère ni vos frères. Il vous arrivait souvent de fuir au-delà du royaume pour prendre l'air. Vous vouliez lui ressembler, être comme lui. Votre mère, quant à elle, était très en colère et désespérée de vous voir revenir avec des vêtements souillés et déchirés. Bien que vous vous mettiez souvent en colère contre elle, il y avait toujours un dîner chaud qui vous attendait. C'est votre aventure. Vous grimpez des escaliers en direction de la montagne de l'écoute. Pas après pas, les escaliers semblaient sans fin. Après un bon moment, vous atteignez enfin le sommet de la montagne et vous dirigez votre regard vers le nord. Vous voyez au loin une terre noire se dresser. Vous la regardez très longuement, même trop. Soudain, un son indéfini perturbe votre sommeil. Vous saisissez votre hache et courez au milieu de la nuit. Vous voyez un véritable chaos dans le camp. La tente royale est en feu et brûle. De nombreux combattants hurlent. Certains combattent, d'autres essaient d'éteindre les flammes. Dans les flammes, vous devinez Nali se diriger vers vous en courant. « Que se passe-t-il? Cirez-vous » Il y a eu une tentative d'assassinat sur le roi. Voilà ce qui se passe, Nali hurle. Un espion s'est faufilé dans le camp et a mis le feu à la tente du roi. Dieu merci, le roi est indemne.
Tous ceux qui sont encore en vie cherchent le coupable. Il menace avec sa barbe un mystérieux individu qui disparaît dans l'obscurité des buissons. Vous restez là immobile. Vous reprenez enfin vos esprits et vous devinez un mouvement dans les buissons. Si vous décidez, c'est là qu'on fait des choix, de vous diriger dans l'obscurité des buissons pour tenter d'attraper l'individu, faites un jet de dextérité. Alors là, c'est le moment où je fais un lancer de dés et je compare à la dextérité et j'espère que c'est égal ou inférieur à ma dextérité. Si c'est un succès, je vais en W6. Si je rate, je vais en W11. Ou, si vous voulez vous faufiler discrètement et prudemment dans les buissons, faites un jet de sagesse. Succès ou échec. Si vous voulez lancer une hache dans les buissons, je vais en W8. Si vous voulez appeler des renforts, W9. Si vous pensez que c'était une simple illusion, vous pouvez retourner dans votre tente pour vous reposer avant la bataille. Le roi est en sécurité après tout. Comme ma dextérité est assez haute avec un 8, je vais faire un test de dextérité et en profiter pour essayer de réussir. Donc je vais me diriger dans l'obscurité des buissons pour tenter d'attraper l'individu. Je fais un jet de dextérité. Et là, même moi qui suis pourri en lancer de dés, peut-être que la version électronique va aussi me faire défaut. Go! Oh, j'ai fait 7 et j'avais 8, donc j'ai réussi. Il faut faire égal ou inférieur. Succès! Vous vous jetez dans les buissons et devinez un personnage à cornes qui s'échappe au loin. Vous lui courez après, il est enfin à votre portée. Vous saisissez son col et le jetez à terre. Vous vous trouvez face à un Fomorien, un être issu de la mythologie celtique. Note du traducteur. Mais pas n'importe quel Fomorien. Il porte des vêtements noirs et rouges et ses yeux sont des flammes. Vous essayez de lui porter un coup pour l'assommer, mais il vous a déjà jeté un sort, en utilisant son langage composé de bêlements et de grognements rauques. Vous êtes entouré par l'obscurité à tel point que vous perdez la vue pendant un instant. Quand votre vue vous revient, vous ne voyez plus qu'une seule trace d'ennemi. Vous êtes debout, seul, au milieu d'une clairière. Vous vous asseyez un moment afin de reprendre vos esprits. Vous remarquez que pendant votre lutte, le Fomorès a perdu quelque chose. Vous ramassez un pendentif. Il représente une divinité qui vous est inconnue. Vous le regardez attentivement, puis vous décidez de le mettre dans votre poche. Écrivez dans votre journal que vous possédez un pendentif. Vous décidez de retourner au camp et faites votre rapport à Caïr. Il fait un signe de tête. Il n'y a plus rien à faire. Caïr retourne pour faire son tour de garde. Dépité, vous décidez de vous reposer. Le lendemain, et là il y a une suite. Donc en gros, on a récupéré un pendentif en faisant ce choix. Cool. Donc là, je l'écris dans mon truc et je vais en W5. Bonjour Nippeli. La compagnie se tient sur une colline en hauteur à la limite d'une forêt. Les rayons du soleil levant traversent les nuages et illuminent la plaine. Votre position vous offre une vue imprenable sur l'armée ennemie. Ils sont beaucoup plus nombreux que vous ne le pensez. Beaucoup plus que ce que vous attendiez. Ok ? La vallée est illuminée par la rougeur des drapeaux et des bannières ennemies. Vous attendez paisiblement afin de voir quelle position ils vont prendre. Caïr sort sa pipe, comme si de rien n'était. Une chaude journée commence. C'est un bon jour pour mourir, dit Nali. Un bon jour pour qu'il meure. Vous lui répondez. Au combat! Caïr rompt le silence et siffle 3 fois. Vous descendez la colline et vous rejoignez d'autres nains pour former un bataillon. Vous affûtez vos armes, vérifiez si les boucliers de votre camarade se touchent les uns des autres pour former un mur infranchissable. Vous attendez. Le soleil se déplace lentement dans le ciel. La tension est difficile à gérer, même pour les plus expérimentés d'entre vous. Enfin, on entend au loin le bruit des sabots d'un cheval. Voilà qu'un messager royal se présente. Il s'approche et échange avec un capitaine pendant un bref instant. « Très bien les gars », Caïr hurle. « Nous allons suivre la cavalerie royale, nous allons prendre le flanc gauche. On va écraser ces buckhorns. Restez groupés et ne les laissez pas vous tuer. »
Les cornes résonnent, le vent se met à souffler aussi fort que le son des cornes, et faisant ainsi flotter dans les airs les drapeaux bleu clair de la compagnie libre. Le sol tremble et résonne tel le tonnerre. Les sabots des centaines de chevaux frappent le sol. La cavalerie lourde du roi Hernan charge vers la vallée avec leurs bannières dorées qui battent au-dessus de leur tête. Caïr donne le signal d'attaquer, en sifflant à nouveau avec son son perçant et particulier. On peut entendre le hurlement des cornemuses. Vous descendez la vallée, rythme cadencé, bouclier contre bouclier. Il y a des fautes, ok, mais c'est pas grave, c'est un prototype, c'est pas la traduction, blablabla, bla bla, c'est normal. Boum! Vos ennemis vous attendent. Les Fomoriens, des Duckhorn noirs à poils longs, le fait que vous soyez de la même hauteur qu'eux vous rassure, car il sera plus facile de leur couper la tête. Vous passez à l'attaque. Vous les avez presque au niveau de vos haches, quand soudainement vous entendez des corps, mais ils ont un son différent des vôtres. Le sol tremble à niveau. Vous voyez d'abord des bannières rouges émerger, une charge de cavalerie ennemie foncer dans votre direction. Caïr sonne 2 fois la corne. Vous arrêtez et vous plantez vos boucliers dans le sol. Vos haches sont prêtes. Il n'y a plus de temps pour réfléchir, il faut agir. Une sensation effroyable vous envahit. La charge ennemie s'engouffre dans vos rangs. Vous vous tenez sur la côté gauche, vous êtes le dernier de la première rangée. Un ennemi vous fonce dessus avec sa lance, vous repoussant et faisant tomber votre bouclier. Vous tombez en contrebas dans des buissons. Malheureusement pour vous, derrière les buissons se trouve un bluff. Vous décidez de dévaler la colline et de tomber dans un ruisseau. Vous vérifiez vos dents avec votre langue. Ouf, rien ne semble cassé. Vous pouvez entendre le bruit de la bataille qui fait rage au loin. Vous remarquez soudainement que vous n'êtes pas seul. Avant même que vous ne commenciez à le réaliser, 2 Fomoriens foncent sur vous. Un Wild, une sorte de sorcier de bas niveau, tente de vous lancer un sort de feu que vous esquivez de justesse. Défendez-vous. Donc là, en gros, on a eu une petite introduction, on a fait un choix, on a récupéré un pendentif avec succès. Là, on est en plein milieu de la bataille et en fait, on est tombé et on va se retrouver face à 3 ennemis. Donc, si on fait défendez-vous, nous voici dans une phase d'attaque. En gros, on nous demande de prendre, d'après le livre, si je regarde bien et si je ne me trompe pas, ça va être la W5 qui doit être ici. La fameuse W5 qui est ici, qui ressemble et qui est exactement celle-ci. C'est celle-ci qu'on va prendre directement sur la caméra vue de dessus à la table de jeu et on va mettre les personnages directement là où ils sont indiqués et on va se battre. À l'issue de ce combat, on verra la suite des choses. Allez, on se retrouve sur la table, c'est parti. Donc nous voici dans la carte version plateau. J'ai été chercher la carte ici qui représente l'endroit dans lequel on va se battre. Donc ça c'est la version anglaise, on voit ici la représentation. Notre héros est ici, petite figurine recto verso en plastique vitre on va dire. Il est ici sur cette case là. Nous avons le premier ennemi ici avec l'indication du numéro sur l'ennemi pour dire que c'est bien l'ennemi numéro 1 parce que ça se joue dans l'ordre des ennemis en fait, numéroté. L'ennemi numéro 2 qui est identique à celui-ci qui se met exactement ici et nous avons l'ennemi numéro 3 qui est un autre type d'ennemi qui n'a pas de numéro mais qui est unique, il n'y en a pas plusieurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de numéro dessus et qui est placé directement ici sur cette case là. Comment se déroule un combat en fait? On a toujours la phase de mouvement en premier, ensuite on a la phase d'attaque. Donc les mouvements sont assez simples, à part si c'est indiqué. De manière générale, on peut se déplacer du nombre de speed qui est indiqué, en fait, le nombre de points de déplacement que nous avons ou que les ennemis ont. Dans le cas de ce combat-là, en fait, j'ai pris des notes ici. Les ennemis, c'est comme indiqué ici, se déplacent tous avec une vitesse de 2 cases maximum, mais ils peuvent très bien ne pas se déplacer. Ils ont une dextérité, le numéro 1 un 6, le deuxième un 7 et le troisième un 7. Donc celui-ci 6, celui-ci 7 et celui-ci 7.
Et au niveau du wisdom, ils ont en fait dextérité, le wisdom c'est la sagesse. Le premier ici à 5, le deuxième à 4 et lui à 9. Celui-ci a l'air d'être plus un magicien qu'autre chose. D'après ce qu'ils disent, en fait, ils ont tous un speed de 2. Ils disent que eux, ces deux-là, ne peuvent pas traverser en fait le cours d'eau. Et que s'il y en a un qui tombe dans le cours d'eau, il perd 2 points de vie automatiquement. Ils ont un total chacun de 8 points de vie. Il était rappelé que nous en avons 20. Donc je pourrais très bien écrire ici que le héros a 20 points de vie. Donc en fait, je pourrais très bien coordonner un petit peu mieux ça, comme ça. Nous avons donc ici le héros qui a 20 points de vie. Voilà. On se rappelle que nous avons une dextérité de 8, un wisdom de 6, et ici, nous avons un speed de 2. Donc dans ce combat, on peut seulement se déplacer de 2 cases. Et quand on marche directement dans le cours d'eau, au début, on est dans le cours d'eau, mais si on marche dans le cours d'eau et qu'on y retourne, en fait, on doit s'arrêter. Ensuite, quand on se bat, si un caractère, un personnage en fait, se bat et tombe, pendant qu'il se bat, tombe dans le cours d'eau, il perd automatiquement 2 points. Il se bat dans le cours d'eau, pendant le combat, pardon, il perd automatiquement 2 points de dextérité lors des combats, ce qui n'est pas négligeable en soi. Donc si on pouvait les attirer dedans, ce serait bien, mais ça va nous poser un malus à nous-mêmes aussi, et pas seulement aux ennemis. Et sans oublier que dans celui-ci, le magicien qui est ici, l'ennemi magicien, ne se déplace pas. Tout ce qu'il fait en fait, c'est essayer de nous faire des attaques de feu à distance. Et on doit faire des tests pour essayer de voir si ça nous touche ou pas. Si on réussit le test pour éviter sa boule de feu, c'est l'ennemi le plus proche en fait qui prendra la boule de feu à ma place. Ce qui est intéressant. Mais le truc, c'est comme il y a indiqué ici que si on avait en fait, ici, il disait que si on avait le médaillon, c'est écrit ici, de Iron Charms, le médaillon que nous avons trouvé en fait au début de l'introduction, et bien en fait ça nous protège des attaques de feu et ça nous fait rien du tout. Maintenant, on explique un petit peu que si à un moment donné dans le combat, on tombe proche d'un de ces, on va dire, monuments de pierre, ici on est adjacent à ceci, il va falloir qu'on aille sur le F14, que si on gagne, on ira sur le F2, et que si notre vie descend en dessous de 5 points de vie, on devra aller dans F3. Maintenant, au niveau de combat, comment ça fonctionne? Pas très compliqué. Donc comme je disais au début, on a la possibilité de se déplacer. On ne peut pas jamais se déplacer en diagonale. Faut toujours se déplacer vers l'avant, au-dessus, au-dessous, autour de nous en forme de croix, on va dire, et jamais en diagonale. Les ennemis, c'est la même chose. Donc on peut se déplacer du nombre de points de déplacement qu'on a, où on peut rien faire du tout, c'est pas grave, on peut prendre, par exemple dans ce cas-là on en a 2, on pourrait faire 1, on pourrait faire 2, on pourrait faire 0, c'est pas grave. Après, de la première phase, le héros se déplace, le héros attaque. Ensuite, c'est l'ennemi numéro 1 qui se déplace et qui attaque, le numéro 2 qui se déplace et qui attaque, le magicien qui se déplace et qui attaque, et on répète. Donc le tour, quand le tour au complet est fait pour chacun d'eux, on répète et on recommence jusqu'à l'issue du combat, c'est-à-dire un succès ou un échec, ou peu importe le dénouement de ce qui pourrait se passer dans le livre. Au niveau des attaques, en fait, comment ça fonctionne? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre dextérité, on va ajouter en fait un lancer de dés, on va ajouter le chiffre qui est indiqué sur le lancer de dés à la dextérité qu'on a. Donc si j'attaque moi et par exemple je suis à 8 en dextérité, je lance le 2, là je rajoute 2. Si j'avais eu des bonus d'armes, je rajouterais ça aussi, mais je n'en ai pas pour le moment, donc je lance 2 et je totalise en fait le total de ça, ça fait mon attaque. Je fais la même chose pour la défense, donc je prends la défense de l'ennemi.
je lance un dé, je fais la somme, je compare les deux. Si mon attaque est plus haute que sa défense, c'est moi qui ai gagné le combat. Et là, je vais lui enlever les points finalement et lui faire diminuer ses points de vie jusqu'au prochain combat. Et voilà comment ça fonctionne en gros. On a des attaques un petit peu spéciales. Donc en gros, on a 2-3 attaques spéciales. On a celle en fait où si on fait plus de 3 dommages, en fait, on a d'abord le cunning attack. Le cunning attack, en fait, c'est que on va comparer et faire un test de wisdom. Si on réussit le test, on lui fait 3 dégâts tout de suite et on évite complètement de comparer son armure en fait ou sa défense. Mais par exemple, si je rate le test, dans ces cas-là de sagesse, dans ces cas-là, c'est moi qui prends les 3 dégâts et je ne peux pas mitiger ces dégâts avec mon armure. Donc c'est un peu un risque à faire, mais ça peut être payant. Nous avons une attaque avec une charge. Donc en gros, si par exemple je me déplace de 2 cases vers l'ennemi, et en ligne droite, comme ceci par exemple, là je peux rajouter plus 1 au lancer de mon dé pendant mon attaque. Donc ça peut être avantageux. L'autre type d'attaque qu'on pourrait aussi, c'est le push. Donc si on arrive à faire 3 dégâts ou plus sur un ennemi lors d'une attaque, dans ces cas-là, on va le pousser et il va reculer de 2 cases en arrière en ligne droite. Et si par exemple il se cogne en reculant contre un obstacle, comme ici par exemple, je l'aurais attaqué ici, j'aurais fait 3 ou plus, je le pousse, là malheureusement il ne peut pas reculer, il se cogne ici, il aurait pris des dégâts supplémentaires, en plus de ceux que je lui aurais infligés. Donc là on va commencer la phase de combat, premier tour avec le héros. Donc la première chose que le héros il fait, c'est qu'il se déplace. Je vais me déplacer et juste de une et les faire et attendre qu'ils s'en viennent. Celui-ci avec mon pendentif, je suis protégé de ces attaques de feu, donc j'ai pas besoin de m'en occuper, je vais juste attendre que eux ils viennent. Donc je vais me déplacer juste une case ici pour sortir de l'eau et c'est à son tour de jouer. Donc lui il va se déplacer de 2 pour essayer de venir vers moi, lui il va se placer de 2 aussi, comme ceci pour bloquer l'autre, c'est moi qui décide. Donc dans celui-là, lui il peut m'attaquer. Donc pour m'attaquer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer un dé. On va ajouter ce 6 à sa dextérité à lui. C'est l'ennemi numéro 2, lui il a un 7. Donc ça fait 13. Là ce que je vais faire, c'est que je vais aussi lancer un dé. Un 4, 8 et 4. Moi j'ai eu 8 en dextérité, donc 8 et 4, 12. 12 contre 13. Il réussit à m'atteindre. Là, on fait la différence entre 12 et 13, ça fait 1. Étant donné que il n'a pas de bonus d'armes et moi je n'ai pas de bonus d'armure, je prends un dégât ou un point de vie. Je perds un point de vie. Donc on va descendre à 19. Là, c'est à lui, il a déjà joué avancé. Lui, il a avancé, c'est bon. Et lui, il peut rien faire. Il me lance dessus et ça me fait rien. Donc ça, c'est à moi. Je ne vais pas avancer, je vais rester là. Et en fin de compte, je vais attaquer le numéro 2. Donc c'est pareil, je fais ça. J'y vais avec un 3. 8 et 3, 11. À son tour de lancer, je lui fais un 1. Donc c'est l'ennemi numéro 2. C'était 1, ça fait 8. Donc en gros, je fais 11 contre 8, je gagne. Calculons la différence de 11 entre 8 et 11, ça fait 3. Donc je fais 3 de dégâts. Lui, il passe de 8 à 5. Maintenant, c'est au numéro 1 de jouer. Il avance ici, mais son ami le coince et il ne peut pas avancer en diagonale. Lui, il attaque. Il n'avance pas, il attaque. Donc c'est pareil. Je lance le dé. Ça fait 4. 7 et 4, 11. C'est à moi de lancer le dé pour voir. Donc j'étais 3. 8 et 3, ça fait aussi 11. Donc 11, 11. Donc il n'y a pas de vainqueur finalement. Donc je ne perds pas de points de vie. Lui il attaque et sa boule de feu ne me fait rien. Donc là on refait un nouveau tour. C'est à mon tour de jouer. Je l'attaque. J'y vais à 8 et 2, 10. Dextérité plus de 10 à lui. Lui est à 7 et 6. C'est bon, c'est complètement raté, il a défendu et ça fait rien finalement.
Là, c'est au numéro 1 de jouer, il est comme coincé. Donc, on va lui faire faire le tour pour essayer de revenir. Lui, il m'attaque. 6. 7 et 6, 13. À moi de me défendre. 2. 8 et 2, ça fait 10. 3, ça fait 3 de dégâts. Entre 13 et 10, ça fait 3. Donc, 19 moins 3, ça fait 16. Pas chanceux. Et lui, il attaque et ça sert à rien. Là, c'est mon tour d'attaquer. Je l'attaque. 2, 8 et 2, ça fait 10. À lui de se défendre. 2, 7 et 2, ça fait 9. Donc 10 contre 9, je le touche. La différence c'est 1, donc il prend encore un dégât. Là, c'est à lui, il avance. Lui, c'est à lui d'attaquer. 6 encore. Waouh, je suis pas chanceux. Donc ça fait 13. Et moi 3. Donc moi ça fait 11. Donc 13 ça fait 2. 2 dans ma face. Aïe aïe, ça va pas bien du tout. Lui il attaque et ça fait rien. C'est à moi. 8 et 3, ça fait 11. 7 et 1, ça fait 8. Donc on est toujours sur l'ennemi numéro 2. 11 moins 8, ça fait 3. Donc, il arrive avec un point de vie. Là, c'est au joueur ici. Lui, il m'attaque. Ça fait 2. Donc, il est à 7 et 2, ça fait 9. Je me défends. 6. 8 et 6, 14. Je me suis défendu, je prends aucun dégât. Voilà. À lui d'attaquer. Et ça me fait rien qu'au sabot de feu, toujours grâce à mon pendentif, je suis protégé. C'est à moi. J'attaque le numéro 2. 6, 8 et 6, 14. Lui, il se défend. Il fait 5. 7 et 5, 12. 14, la différence entre 14 et 12, ça fait 2. Il meurt. Celui-ci est mort. C'est au tour du numéro 1 de jouer. Il se déplace de une fois et il m'attaque. Donc voilà un peu comment fonctionne la mécanique. Après avoir fait tous ces tours, celui qui en sort vainqueur va dépendre. En fait, si vous en sortez vainqueur, vous allez au prochain chapitre qui est indiqué dans le livre. Si dans ce cas de combat là, en fait, je serais descendu à 5, en dessous de 5 points de vie, j'aurais été voir en F3 dans le livre ce qui me serait arrivé. Et voilà un peu comment fonctionnent les mécaniques. C'est tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Vous faites un pouce, vous vous abonnez et vous faites la cloche. Donc voilà le résumé de Storm Weavers qui sera sur Kickstarter le 14 avril 2021 en version française. Je rappelle que c'est un jeu style dont vous êtes le héros, qui c'est seulement en solo. Et moi je trouve ça très intéressant. Sincèrement j'aime beaucoup, ça me rappelle l'ambiance livre dont vous êtes le héros de l'époque, en rajoutant une touche de combat stratégique sur plateau ou mini plateau avec figurines et aussi donc lancer de dés et puis tout ça. Et j'aime le fait qu'on puisse aussi faire une exploration de la carte au fur et à mesure, qu'on ait des choix qui vont influencer nos faits et gestes. Et surtout nos décisions, ça veut dire exactement la même chose. Donc voilà, c'est vraiment cool. Donc merci encore pour ce beau prototype, comment envoyer. J'espère que cela vous aura plu et que ça vous tente maintenant de pouvoir y penser et vous dire peut-être tiens, je trouve ça intéressant. Donc je vais y jeter un œil et pourquoi pas, je vais pledger. Voilà, donc de toute façon si vous dites avec quoi que ce soit, vous avez juste à me les mettre dans les commentaires dessous, hein. Et puis lançons la discussion. Vous savez, je réponds, je lis et je réponds à tout le monde. Donc voilà, donc maintenant je vous laisse avec 2 autres vidéos qui viennent de ma chaîne, qui doivent apparaître quelque part ici sur l'écran. N'hésitez pas à les regarder, ça supporte ma chaîne, ça me supporte moi, ça me rend heureux, ça vous rend heureux, ça rend heureux tout le monde. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.